merci à nos 5 intervenants de la journée pour les communications vraiment de qualité qu'ils nous ont proposées ce jour. Pour clôturer cette journée vraiment très, très riche, encore une fois, je vous propose désormais d'engager la table ronde. Celle-ci sera animée par Thierry Joliveau. Thierry Joliveau, qui est professeur de géographie et de géomatique à l'Université de Saint-Étienne et chercheur à l'UMR Environnement Ville Société du CNRS. Il a été directeur du groupe de recherche du CNRS Magis de 2009 à 2012, qui rassemble les centres de recherche en géomatique français. Il a cofondé en 1995 le DESS, puis Master SIG et gestion de l'espace de Saint-Étienne, devenu Master Géographie numérique. Ces recherches, elles portent sur les méthodes et les usages de la géographie numérique, géomatique, SIG, géolocalisation pour la gestion environnementale, etc. Plus récemment, il s'est intéressé à l'analyse des dispositifs spatiaux dans les œuvres de fiction. Il contribue également à développer l'utilisation des outils géonumériques dans les humanités, en particulier les textes encyclopédiques ou de fiction. Et c'est pourquoi j'ai pensé qu'il pouvait être très intéressant de le faire intervenir dans le cadre de l'animation de cette table ronde et je l'en remercie vivement. Alors, comment est-ce que l'on va s'organiser? Je laisse Thierry effectuer une petite introduction. Ensuite, il a préparé, je crois, quelques questions à poser à chacun de nos intervenants. Ça, ce sera dans un premier temps. Et puis, dans un second temps, on pourra procéder au partage des questions des participants pour les intervenants. Voilà, si ça vous va, on fait comme ça. Et je laisse sans plus attendre la parole à Thierry. Oui, merci Sofiane. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité pour animer cette table ronde de fin de conférence. Alors, avant de lancer la table ronde, je me suis dit en écoutant les exposés depuis le début de la journée que je pouvais peut-être faire quelques minutes d'exposer un peu de réaction par rapport à ce que j'ai entendu et qui introduirait les thèmes de la table ronde, enfin, les thèmes qui ont visiblement émergé étaient déjà ceux qui Sofiane avait présenté ce matin, c'est-à-dire quelque chose qui a un rapport le rapport au terrain dans les usages des outils numériques de l'information géographique. Donc, mes questions portent plutôt là-dessus, mais ça m'a donné envie de revenir un petit peu sur cette question du terrain, parce qu'on peut l'envisager au sens large. Et donc, je vais faire un tout petit détour, pas très long, hein, je rassure tout le monde, au XVIIIe siècle, mais je pense que ça peut peut-être remettre en perspective un certain nombre de choses, en tout cas, je l'espère. Et donc, je vais revenir sur le terrain. En fait, on peut l'envisager par rapport à la géomatique, hein, par rapport aux outils géographiques, on peut l'envisager avec deux versants. D'abord, il y a le terrain physique, la partie de la surface terrestre qu'on va mesurer, décrire, analyser. Bon, ça, c'est la partie habituelle, le terrain concret physique. Voilà. Mais je pense qu'il y a un terrain aussi moins matériel qui correspond à l'ensemble de la sphère pratique dans laquelle on exerce ces outils de la géomatique. J'entends l'environnement social, professionnel, organisationnel, les clients, les prestataires, les partenaires, les publics, la logistique. Alors, c'est une idée que je n'avais pas ce matin avant de commencer, mais qui m'est venue en entendant les intervenants, où on voit bien qu'il y a toute une dimension pratique de l'activité qui n'est pas simplement liée au terrain physique, mais qui intègre quand même toute une série d'opérations assez concrètes. Voilà. Et je pense que ces deux terrains ne sont pas aussi éloignés que ça, c'est-à-dire que, bon, il faut les dissocier d'un point de vue concret quand on travaille, mais que si on les regarde un petit peu et qu'on essaye de réfléchir dans un ensemble, en fait, ces deux terrains sont reliés. Alors, je vais en profiter, c'est là que je reviens un petit peu dans le temps. En fait, les technologies de l'information géographique, leur principe, c'est de pouvoir emporter le terrain physique avec soi. C'est-à-dire que, voilà, on n'est pas obligé d'être sur le terrain physique pour en discuter ou pour en parler. On va emmener une représentation de ce terrain et on va y réfléchir loin à distance. Et ça ne date pas de l'informatique. Donc, je vais revenir sur un exemple que le sociologue Bruno Latour avait remarqué. Lors des grandes découvertes,
quand La Pérouse, en 1787, est le premier navigateur à aborder l'île de Sakhaline au large de la Sibérie, il est plus faible que les Chinois qui habitent là. Il ne connaît rien et les Chinois vont l'accueillir et vont discuter avec lui. Et puis il va repartir. Quand le Neptune, le bateau anglais qui va aborder à son tour l'île 10 ans plus tard, arrive, lui, il est en position de force. Pourquoi? Parce qu'il a eu les résultats de l'expédition de La Pérouse, qui avait pris des informations, des relevés, des mesures, discuté avec les gens, essayé de comprendre avec des interprètes ce que pouvaient dire les Chinois, explorer la côte. Et au retour, tout ça s'est mis dans des bibliothèques. Et quand le bateau anglais revient, il est finalement plus fort que les Chinois. Il a plus d'informations, il sait déjà ce qu'il cherche et il a d'autres objectifs que simplement visiter. Voilà. Et en fait, le bateau est équipé en connaissance du terrain et ça donne un avantage à l'étranger sur le local. Voilà. Et ça me semble intéressant de prendre ça parce qu'on croit voir, quand on voit le navigateur arriver et rencontrer l'indigène, qu'en fait, on a des acteurs seuls. Mais en fait, chacun n'est qu'un maillon d'une chaîne de traitement de l'information et la chaîne de La Pérouse est plus vaste que la chaîne de l'indigène chinois. Il a le roi, l'armateur, les militaires, les géographes, l'académie, les érudits. Voilà. Il a tout le terrain social dont je parlais avant et des outils qui sont mobilisés pour produire de l'information. Voilà. Donc ça, c'était ma petite référence historique, mais qui me semble assez intéressant parce que je pense que tous les intervenants de ce matin ont été dans cette situation de pouvoir revenir plus fort sur le terrain à partir du moment où ils ont cherché des données, les ont rassemblées et sont revenus localement pour se confronter au terrain. Donc, ça me semble intéressant et les questions vont porter là-dessus. J'ai deux petits éléments pour bien montrer quand même que, bon, on n'est pas au temps de La Pérouse et qu'il y a eu une informatisation de l'information qui a accéléré cette portabilité de l'information géographique. Maintenant, l'information qu'on peut emmener est de plus en plus précise et de plus en plus volumineuse. Et on ne l'emmène pas au cabinet, comme on disait du temps de La Pérouse, mais au bureau. Mais en fait, ça n'a pas changé beaucoup du point de vue conceptuel. Voilà. Il y a aussi une mise en correspondance des structures de données. On l'a bien vu ce matin, mais je voudrais bien en parler avec les intervenants de métiers qui sont apparentés, mais parallèles, topographe, cartographe, photogrammètre, dessinateur de plans, qui étaient des métiers vraiment très séparés jusqu'à l'apparition de l'informatique et que la géomatique a contribué non pas à fusionner, mais à permettre des dialogues. Et on a bien vu avec les types d'outils qui sont présentés, qui ont été présentés dans les interventions. La télédétection a permis de capter une information à distance qui soit découplée de la présence sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose d'important. On n'est pas obligé d'être sur le terrain pour avoir de l'information. Et puis, par ailleurs, les SIG, et ça, c'est une question sur laquelle il faudra revenir, sont bien au cœur de cette étape comme une plateforme d'intégration. Ça a été dit par le premier intervenant, Philippe Rambaud, et d'autres après. Le SIG joue une sorte de plateforme qu'il faudrait peut-être essayer de mieux comprendre. Voilà. Puis, plus récemment, les vecteurs légers comme les drones ont changé l'accès aux données de télédétection et la géolocalisation sur les tablettes, voilà, le fait de pouvoir emporter les données informatiques, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, de les remporter sur le terrain change aussi ces allers-retours. Voilà, donc je termine mon introduction à la table ronde là-dessus. On a vu avec les exposés de ce matin qu'il y avait des contextes très différents d'emploi de Global Mapper. Il y a des études ponctuelles d'analyse ou de cartographie, des campagnes de relevés, des relevés réguliers de situation par répétition de la collecte. On a un peu moins vu, mais je pense qu'il y a quelques exemples qui relèvent de ça. Puis il y a des suivis en continu d'un phénomène qu'on a moins vu, mais qui doivent exister peut-être dans les participants de la salle où on fait vraiment un suivi continu. Il y a des rapports au terrain qui sont variables. On anticipe la venue sur le terrain, on prépare les interventions. On fait des études préalables globales pour avoir une idée avant d'inspecter le site. On gère et on analyse à distance à partir des données qu'on a collectées. On saisit et on analyse des retours d'expérience. Voilà quelques exemples de rapports entre le terrain et l'utilisation d'outils d'information géographique qui ont été présentés. Voilà, donc moi j'en viens à ma première question. Donc, qui parmi les intervenants veut la prendre au vol est le bienvenu. Bon, on voit que le terrain est prégnant dans votre métier. Vous tous, vous avez bien donné des photos, des images. Voilà, le terrain fait partie de votre pratique professionnelle, mais 42% des participants à cette, pas à cette conférence, des répondants
au sondage de Sofiane, disent ne pas y aller. Donc on voit que c'est peut-être pas non plus. Il y a des géométriciens qui restent des géométriciens de cabinet, comme la Pérouse, enfin, comme les cartographes de la Pérouse. Voilà. Philippe Berthet-Rambaud a dit qu'avant Global Matter, il travaillait mal. Bon, c'était une boutade, on a bien compris, mais je serais intéressé que les intervenants nous disent en quoi le rapport au terrain a changé depuis qu'ils utilisent un outil comme Global Matter. Est-ce qu'ils n'ont pas un regret de certaines pratiques antérieures qui ont disparu? Je ne sais pas, d'autres logiques un peu plus conviviales, un peu moins devant les ordinateurs et un peu plus sur le terrain. Voilà. Est-ce que l'usage de Global Matter et des outils du même type a changé le rapport de ces intervenants au terrain physique? Voilà. Ça, c'est la première question avec un petit premier volet. Le deuxième volet, puisque je pense qu'il est assez logique de continuer là-dessus, donc vous pouvez le faire chacun dans la continuation, c'est comment vous envisagez le futur? Moins de présence sur le terrain, plus de présence, une présence différente, mais en quoi elle serait différente dans vos différents secteurs, domaines et applications professionnelles? Voilà, la parole est à qui la veut. Allez, je me lance, Emmanuel Gros. Donc, je pense que mon analyse sera assez proche de celle de Philippe, parce qu'on fait finalement à peu près le même usage de l'outil. Moi, la première chose que ça a changé pour moi, c'est la capacité en termes de quantité de données et de finesse. Et grâce aussi à mes collègues Cédric et Hermel, qui ont des outils d'acquisition qui me permettent d'avoir 1 million de points, alors qu'en relevé traditionnel, il vous faudrait une semaine, voire deux, pour avoir la même quantité de points que permet un vol de drone, une captation de quelques minutes. Donc voilà, c'est pas uniquement pragmatique, hein. Les outils permettent. On fait finalement à peu près la même chose, mais avec une résolution bien plus fine. Et alors peut-être il y a un côté un peu quand on est vraiment passionné du terrain, de temps en temps il y a une petite frustration à attendre le MNO, l'orthophoto, alors que enfin, moi qui suis un vieux géomaticien, il y a 20 ans, ben, il fallait aller sur le terrain faire les observations. Voilà un petit peu à chaud l'évolution, comment je la vois. Bien, Et Global Mapper est un des, pardon, excuse-moi, est juste un des outils dans la chaîne, bon, particulièrement central parce que c'est celui avec lequel je traite moi la plupart de mes données de captation. Voilà. Et l'évolution dans le futur, comment vous voyez le rapport au terrain évoluer avec l'évolution des technologies Alors, pour le futur, je suis peut-être le plus vieux des intervenants, donc je ne sais pas si c'est moi qui aurai la meilleure vision. Moi, aujourd'hui, concrètement, je suis dans une situation où j'ai choisi de m'entourer de la jeune génération qui maîtrise mieux ces nouvelles technos, notamment drones. Donc, moi aujourd'hui, ma valeur ajoutée elle est plus sur l'expérience, sur le relationnel avec le client, l'analyse du cartographe, parce que j'ai connu l'époque où on faisait encore quasiment du dessin à la main. Donc voilà, la partie évolution, je pense que oui, les technologies vont permettre d'aller plus fin dans le détail, peut-être aussi de nouveaux types de captation. Maintenant, on commence à avoir des systèmes qui permettent de détecter des réseaux enterrés. Voilà, en termes de précision, je pense qu'on a atteint un niveau, en tout cas dans mes applications, où j'attends pas plus. Mais je pense que voilà, il y a encore des belles choses à découvrir avec la technologie. Maintenant, il faut, à mon avis aussi, peut-être un peu d'homme des bois, c'est que la technologie, il ne faut pas qu'elle remplace l'expertise et l'expérience du cartographe. Ça reste un outil. Merci. du coup, je peux peut-être prendre la suite. Donc, Philippe Berthet-Rambaud, nous, le terrain, en quantité, il a un petit peu changé, c'est vrai, puisque plutôt que d'aller chercher des pentes dans un couloir d'avalanche tous les 10 mètres ou tous les 50 mètres, un bon MNT nous donne ça et nous donne un point de vue global tout de suite. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, le terrain, il a de plus en plus, il change dans la séquence de nos études.
Avant, c'était du terrain de découverte du site. Et maintenant, on en est presque plus à du terrain de validation déjà des solutions de protection. Donc, on commence les analyses au bureau sur les supports dont on dispose, plus ou moins grossiers, plus ou moins aboutis. Et on va sur le terrain seulement une fois qu'on a fait l'analyse, j'allais dire préalable, mais au-delà de ce qu'on pouvait faire avant. Avant, on jetait un œil à une carte plus pour savoir par où on allait passer et ce qu'il fallait qu'on aille voir. Maintenant, on fait déjà presque des modélisations, même très souvent, on fait déjà des modélisations avant d'aller sur le terrain. Et on les valide une fois sur place. Donc, le gain ou la perte, c'est en gros une visite. Avant, on faisait souvent une visite initiale et une visite finale. Aujourd'hui, on arrive, et c'est aussi notre pratique à l'export qui nous a amené vers cette pratique-là, c'est que c'est quand même plus compliqué de faire un saut au Kazakhstan pour aller vérifier quelque chose. Donc, on arrive, je pense qu'on globalement, on a enlevé une visite par rapport au processus qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Et peut-être alors peut-être rebondir sur ce que disait Emmanuel Gros. Est-ce qu'il y a pas un risque de perte d'expérience de manière générale? Comme vous avez eu la première expérience de terrain dans laquelle il n'était pas validation, mais il était à explorer et à comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que quelque chose se soit perdu quand on a directement déjà un certain nombre de traitements qui sont faits d'une manière abstraite sur écran et qu'on va valider après, ou est-ce que en fait la partie comment dire de ce terrain-là un peu fastidieux d'exploration, de compréhension, n'était pas complètement nécessaire pour avoir l'expérience des phénomènes qu'on étudie? Ça dépend un peu des cas, mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est un risque, mais ça peut être une mauvaise tentation. Et nous, c'est un principe qu'on a essayé d'ériger comme un incontournable de nos études, c'est que chaque étude, il y a un passage sur le terrain. Mais ça nous est déjà arrivé pour différentes raisons, soit une toute petite question au fin fond des Pyrénées où on ne pouvait pas aller tout de suite, on a pré-répondu sans faire de terrain. Parce qu'on sentait quand même que la question, la réponse était assez limpide et qu'on était capable de l'étayer avec d'autres façons de faire. Mais effectivement, on pourrait aujourd'hui, on serait capable, un coup de Google Earth ou de modèle 3D avec un bon MNT, très souvent on se rend compte sur le terrain qu'on a eu, un peu avec l'habitude, on a déjà eu la bonne perception du terrain. Donc il ne faut pas tomber dans cette tentation d'éliminer le terrain. Parce que le terrain, c'est aussi des témoins, c'est des voisins, c'est des gens, tout simplement, qui ont vu, qui savent, qui ont entendu parler. Et ça, l'écran ne nous le rendra jamais. Je pense qu'un autre risque, mais qui est aussi un énorme avantage, c'est l'utilisation du drone, que nous, on utilise principalement comme un œil déporté. Mais c'est aussi, finalement, quand on fait du drone, on regarde un écran. Hein. Peut-être qu'un jour, le drone partira du bureau plutôt que de partir du capot de la voiture sur site. Là, on s'est déjà fait la réflexion que le terrain se faisait différemment et éventuellement pouvait se faire parfois un peu trop vite. Donc, à nous d'y mettre les garde-fous et de se forcer à aller voir et d'y passer le temps nécessaire. Merci. Est-ce que pour poursuivre un peu dans le sens d'Emmanuel, c'est vrai que nous, bon, le drone, on est un peu arrivé sur le marché du travail avec mon collègue Cédric, donc on ne peut pas trop comparer avec ce qu'il y avait précédemment, mais c'est vrai qu'on se rend compte que le drone va plus vite, peut aller à des endroits, alors j'imagine que pour Philippe c'est la même chose en montagne, où l'on ne peut aller que difficilement à pied, donc c'est des zones peu accessibles, donc il y a un côté sécuritaire aussi qui peut être amené par l'usage du drone, qui va changer forcément les méthodes de travail. Après, ça peut être aussi un risque parce que c'est vrai que nous, quand on travaille ces données-là, on a toujours besoin finalement d'avoir le télépilote pour avoir quand même un ressenti, son avis ou des éléments pas perceptibles, même si elles vont être sur les photos, sur certains éléments qu'on verra moins bien ou différemment. Je pense que là, il y a toujours un avantage où l'homme part derrière avec un ressenti particulier de l'environnement dans lequel les photos ont été prises ou l'acquisition a été réalisée pour notre cas. Donc, c'est vrai que de voir pas mal de modèles 3D que j'ai pu réaliser,
je me suis rendu compte que j'avais une déformation, entre guillemets, de l'échelle. C'est-à-dire que ça doit être dû à l'écran, mais ça réduit, par exemple, une surface. Je ne me rends pas compte que finalement, des fois, quand on fait une carrière, que c'est aussi volumineux. Voilà, un stock, finalement, c'est quelques centimètres sur mon écran. Et c'est moi qui perds peut-être ce contact avec la réalité et du coup, des contraintes que ça pourrait engendrer des fois dans l'analyse derrière. Par exemple, le temps d'intervention. Voilà. Enfin, c'est un biais qui pourrait venir très rapidement et sur lequel il faut, à mon avis, être très vigilant. Et je rejoins Philippe sur les évolutions du drone. C'est vrai que nous, on est bien placé pour le voir avec le drone autonome. Je pense que c'est une des évolutions vers lesquelles on tend. On cherche à automatiser de plus en plus. On l'a fait avec les chaînes robotiques. Et sur le drone, il y a plein de projets qui vont dans ce sens-là. Ça part du transport de colis. Donc voilà, le drone autonome, c'est voilà, il va partir d'un point et il va aller à un autre et on va lui donner un chemin. Donc c'est vrai qu'il y a cette tendance qui se dessine et je pense qu'il va être de plus en plus prégnante au fur et à mesure des années à venir. Donc voilà, donc après, quelle est la relation au terrain qui va en découler? C'est assez compliqué, mais je pense qu'il peut y avoir une perte de réalité quelque part qui pourrait se produire et qu'il ne faut pas négliger. Oui, parce que si je comprends bien, parce qu'avec les drones actuellement, il faut aller mettre les pieds sur le terrain et on le fait voler depuis là. Et avec les drones qui vont apparaître, il y va, enfin, peu importe, il ne faut pas être trop loin non plus peut-être, mais il y va tout seul. Enfin, on n'a pas besoin même pas d'aller sur la zone. C'est ça le risque, enfin l'intérêt et le risque. C'est exactement ça, oui. Si on fait le parallèle avec les satellites, après, ça sera à peu près la même donnée que ce soit un satellite ou un drone. Finalement, ça sera depuis le bureau que ça sera décidé. On a déjà le cas avec les drones déjà longue élongation, même pour la France où c'est très limité, on peut l'envoyer à 15 km. Bah voilà, le terrain à 15 km n'est pas le même que sur place, donc il y aura déjà une différence. Bon, la réglementation actuelle, c'est un cas très particulier. C'est vrai que le télépilote doit avoir le drone dans la plupart des cas à vue. Donc, il y a ce maintien actuel qui reste prégnant, mais ça tend petit à petit à évoluer et peut-être à disparaître. Ok, merci beaucoup. Peut-être un petit complément sur ce qui vient d'être dit justement sur cette perception d'échelle. C'est vrai que nous, on a l'expérience de temps en temps pour des sites très grands ou un peu compliqués à explorer en drone de faire des photos hélico. Et c'est vrai que le rendu, enfin, la perception est assez différente des échelles. Le coup d'œil direct est quand même assez irremplaçable, même avec beaucoup d'habitude. Emmanuel Gros, juste une petite remarque, alors c'est peut-être un peu de la pataphysique, hein, mais finalement le drone reste un outil de terrain. Moi, j'ai pas pratiqué le drone, par contre j'ai accompagné mes intervenants et finalement on est sur le terrain de la même manière. Moi, c'est même un avantage pour moi parce que ça me libère un peu du temps. Alors comme je vous l'ai montré dans la présentation, je viens juste implanter des points de calage. Et ça m'a même permis de libérer du temps pour prendre plus le temps de discuter avec mon client du projet, chose qu'on n'a pas forcément le temps de faire quand on a la tête dans son théodolite ou dans sa station totale ou son appareil de GPS. Donc voilà, moi je le mets pas en opposition au fait de ne pas être sur le terrain. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur cette première question? Monsieur Laporte, en fait, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que vous avant, vous alliez sur le terrain pour faire l'ensemble des opérations que vous nous avez décrites avec Alors Google Maps? oui, paradoxalement, le logiciel m'a incité à aller sur le terrain plus souvent que je n'y allais avant. C'est le paradoxe, vous voyez. Donc, comme je suis dans une zone rurale, effectivement, il y a eu des opérations qui ont nécessité de manière impérative que j'aille sur le terrain pour vérifier de manière précise, exacte, comment la propriété était placée, quel type d'environnement il y avait. Et je me rappelle très bien, j'ai eu un cas où j'avais une maison avec un ancien chemin public qui passait à travers la maison. Donc, dans ce cas très précis, il a fallu que j'aille sur place. C'était vital.
Ensuite, sur, par exemple, les baux ruraux, effectivement, lorsque j'ai des zones importantes, j'aime bien aller sur les lieux pour voir un petit peu comment sont disposées les propriétés, comment sont disposer les parcelles par rapport au corps de ferme. C'est effectivement, comme le soulignait notre intervenant, voir les choses directement ne fait pas perdre la notion effectivement de la grandeur de ce que l'on voit. Parce que quand on voit sur un écran, des fois, on a une perception limitée. Et je vous disais tout à l'heure sur un cas pratique, notamment où à travers le logiciel Global Mapper, on avait un fossé de 2,50 m à 3 mètres. Personne n'avait effectivement eu ce réflexe de penser à ce fossé. Et c'est sur Global Mapper, on a vu effectivement qu'on avait cette différence de 2,50 m à 3 mètres. On a prévenu le client. Le client y est allé avec le vendeur, et qui était une communauté de communes, et lesquels étaient ébahis effectivement parce qu'ils ont découvert. Vous voyez, et là, c'est le logiciel qui a incité tout le monde à aller sur les lieux. Donc, c'est un outil effectivement, pour moi, notaire, qui est un système d'alerte qui incite de plus en plus à prendre des précautions sur ce cadre-là et d'inciter les gens à aller sur les lieux. Alors, j'ai un autre cas que je n'ai pas évoqué ici, mais c'est quand on est sur les divisions en volume, où on utilise Global Mapper avec SketchUp Pro, et effectivement, là, c'est une autre problématique, mais effectivement, aller voir sur les lieux comment ça se présente, un immeuble qui est divisé en volume, c'est quand même intéressant d'aller sur les lieux, voilà, et de voir un petit peu comment on le projette à travers le logiciel Global Mapper en association, moi, avec SketchUp Pro. Voilà. Donc, oui, si je comprends bien, en fait, par exemple, il y a des éléments de détail. Quand on est sur le terrain, c'est trop vaste. On peut pas, donc, même localement, des gens qui connaissaient la zone n'avaient jamais repéré le fossé, c'est mais ça. que par les fonctions analytiques d'un logiciel comme Global Mapper, on fait apparaître un détail qui en fait s'avère un détail très très important. Très important pour l'entreprise qui effectivement a acheté et qui voulait une sortie. Et si on n'avait pas eu le logiciel, on n'aurait pas décelé la problématique. Si on avait travaillé sur un plan cadastral classique, on n'aurait absolument pas décelé la problématique pour le client. Et c'est bien le logiciel qui nous a permis de déceler la problématique et d'indiquer au client, parce que c'était à 300 ou 400 km de mon office, donc effectivement, il fallait que le client aille sur place avec le vendeur, et c'est qui les a incités effectivement à voir des visus qui avaient un sacré problème. Voilà, pour l'acquéreur. Donc là, l'effet à distance est quand même plus fort parce qu'en plus, vous avez déclenché une visite sur le terrain très loin de l'endroit où vous étiez localisé, vous. Tout à fait, absolument. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter sur cette première question? On peut passer à la deuxième question. Oui, bon, alors je continue. La deuxième question porte plutôt sur ce que j'avais appelé un peu le terrain social, c'est-à-dire l'ensemble des interactions que vous avez avec vos clients, partenaires, le public de vos études, vos collègues, etc., autour des outils d'information géographique. Donc, on a bien vu que Global Mapper se situe pas, enfin, vous ne l'avez pas situé comme un SIG à part entière. En revanche, c'est une sorte de plateforme d'intégration de production de données, à la fois en amont et en aval. C'est pas tout à fait un SIG, mais ça peut remplacer un SIG dans certains cas en fonction enfin, un logiciel SIG en fonction de besoins. Donc, ma question porterait sur quelles sont les évolutions technologiques qui vous semblent impacter dans le futur l'usage des outils. C'est-à-dire, en gros, la communauté avec laquelle vous partagez les outils, les données, les résultats des traitements, ils ont eux-mêmes des outils ou ils ne les ont pas. On l'a bien vu dans le cas de ce qui a été présenté à Air Marine. Il faut trouver une manière de présenter des résultats à des clients qui n'ont pas les outils de photogrammétrie. Donc, comment vous voyez les évolutions technologiques dans ce domaine-là et qu'est-ce qui va
qu'est-ce qui va être important? Donc, par exemple, est-ce que la modélisation 3D vous semble quelque chose qui va se développer, mais qui risque de changer le rapport à l'information géographique? Voilà. Là, en laissant de côté le terrain, comment vous voyez évoluer l'écosystème un petit peu d'outils logiciels dans vos métiers, dans la dimension relationnelle, et pas complètement fonctionnel sur ce que vous leur demandez de faire, ou aussi cette dimension-là si vous le souhaitez. Je vais bien prendre je me lance. Oui, merci. Donc, alors, moi, si vous voulez, j'ai découvert Global Mapper, pardon, sur vraiment la boîte à outils analyse. Voilà, ça aurait pu être un plugin d'un logiciel libre bien connu. Voilà, bon, c'est vraiment sur la partie traitement de données. Ensuite, je me suis rendu compte que finalement, toujours sur une base 3D, avec un modèle numérique d'élévation, de terrain, etc., grille d'altimétrie, et je suis tombé un petit peu dans l'animation, ce qu'on pourrait appeler la réalité augmentée. Donc, il y a le module dont j'ai parlé à la fin de ma présentation. Et finalement, alors moi qui suis pas du tout geek à l'origine, hein, j'avais jamais vraiment été plus attiré par la réalité augmentée, et ça m'a finalement été très utile pour justement communiquer, montrer mon travail à des personnes pas forcément sensibilisées à la topographie ou techniciens. Comme je le disais, un parcours de golf, j'ai un greenkeeper, donc lui est vraiment un responsable technique, et puis aussi un comité sportif où c'est des joueurs et ils n'ont pas forcément de notion de voilà. Et ce qui serait peut-être bien en évolution dans le logiciel, sans dénaturer vraiment l'ADN qui est le traitement de données, c'est peut-être d'avoir une petite évolution, une petite facilité, une évolution fonctionnelle sur la partie animation, qui peut-être pas encore tout à fait aussi performante que certains outils dédiés, comme Spoutnik ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est à chaud, mais j'ai trouvé l'idée sympa, cette partie un peu animation, réalité augmentée. Merci. Est-ce que d'autres remarques sur l'évolution de l'écosystème des outils de l'information géographique dans lequel vous vous trouvez? Quand je dis l'écosystème, ça peut être celui de Global Mapper ou ça celui plus largement du grand ensemble d'outils sur lesquels se greffe Global Mapper, visiblement au centre ou avant, après un certain nombre de traitements. Donc Liberté Rambo, j'ai montré plusieurs traitements où on utilise en parallèle Excel. C'est vrai que d'arriver à cartographier de mieux en mieux des quantités un peu exotiques qui sont issues d'équations pas trop compliquées, d'avoir la possibilité un petit peu de programmer, mais de manière très simple et intuitive. C'est pareil, on n'est pas tous on n'est pas tous et on n'a pas tous envie d'être des geeks, mais de pouvoir restituer nos formules plus facilement, d'aller chercher notre grille de hauteur, de vitesse, de les multiplier, de les superposer, de les coefficienter, tout ce qu'on veut. Ça, c'est des choses qui pourraient nous faire plus rapidement et peut-être même complètement basculer dans Global Mapper et se passer des transferts via des fichiers plus ou moins fastidieux à sortir vers Excel ou tout autre support. Mais oui, pardon. Oui, allez-y, je vous écoute. Un des points forts quand même de Global Mapper, et c'est souvent une question qu'on a avec et je pense qu'on a peut-être même déclenché des achats de licences Global Mapper, c'est qu'il y a quand même beaucoup de bureaux d'études de toutes sortes qui sont parfois un peu noyés dans les histoires de projection et autres. Et donc, on a les aficionados du Lambert 93, les Lambert 2, les autres. Et puis, quand il faut passer de l'un à l'autre et que l'un envoie son fichier dans un des Lambert, l'autre dans un autre CC, bon bref, il y en a plein qui finissent par lever les bras au ciel. Et dernièrement, on a un de nos partenaires qui nous disait mais qu'est-ce qu'il vous faut comme projection? Nous, on a Global Mapper, ça roule tout seul.
Et c'est bien dans cet état d'esprit d'intégrer différentes sources, de différents formats, de différentes provenances, que c'est vraiment important. Et moi, je retiendrai surtout cette intégration, justement. Et la question que j'allais vous poser, c'est que j'avais bien noté que vous avez un outil de modélisation qui s'appelle RAMS, si j'ai bien Oui, c'est ça. compris, qui est une modélisation à métier, c'est-à-dire manteau neigeux, si j'ai bien Oui, c'est ça. compris. Et donc, je me demandais, justement, c'était une question, mais ça va déboucher sur la question de Global Mapper. Vous pouvez pas mettre dans RAMS ce que vous mettez dans Excel? Non, parce que RAMS, c'est vraiment que la partie. J'ai une zone enfin, je pars d'une topographie, d'un MNT, éventuellement une orthophoto. Je définis ma zone de départ, mon épaisseur dans la zone de départ, mes conditions de neige, et lui va me calculer l'avalanche selon la période de retour que je lui ai indiquée. Mais c'est vraiment un outil très particulier avec peu de. On a plus de sorties que d'entrées, en fait. D'accord. Oui, voilà, ça correspond à quelque chose de très. Le phénomène est très spécifique. Alors que sur Excel, si j'ai bien compris, vous essayez un petit peu de modéliser d'une manière simple des impacts Disons qu'on a, on a les données brutes que nous donne ce logiciel RAMS et qu'il faut qu'on interprète en fonction d'autres paramètres ou qu'on rentre et qu'on transforme par l'intermédiaire d'équations ou de formules réglementaires ou issues de la littérature scientifique. Donc Excel nous permet de faire un peu ce jeu-là, cette cuisine-là. Mais cette cuisine-là, on pourrait la faire aussi dans Global Mapper. Quand les formules sont assez simples, on y arrive. Mais quand on en est à plus de 5 ou 6 opérations sur des grids, ça devient vite un peu lourd. Et donc on le fait parfois quand ça nous permet de sortir un support visuel qui peut être intéressant pour un sujet donné. Mais si ça pouvait être systématisé et de pouvoir simplement, l'exemple tout bête, hein, mais c'est de taper une équation qui ferait appel à différentes couches et Global Mapper la traite dans sa globalité plutôt que nous on le fasse pas à pas et de manière un peu artisanale. Oui, d'accord. En fait, l'idée, c'est de sophistiquer la partie calcul algébrique sur les couches raster, j'imagine, qu'il y a dans Global Mapper, plutôt que d'aller passer ces calculs trop compliqués dans Excel pour récupérer le résultat dans le format attendu, c'est ça? Surtout qu'Excel, on va le faire le long d'un profil, alors que Global Mapper, on pourrait le faire à l'échelle d'un versant, enfin à l'échelle de notre MNT complet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est limité par les quelques opérations unitaires, ajouter de grilles, prendre le maximum, les multiplier, les diviser. Et si on avait un petit outil de rentrer gentiment notre équation, sans aller dans des choses trop compliquées, mais rien que de pouvoir grouper déjà des opérations entre elles, sans le faire de manière unitaire, je prends mes 2 premières grilles, je les ajoute, je les multiplie par une troisième, etc. Et où ça prend vite du temps. Je comprends. En fait, c'est quelque chose qui est assez classique des systèmes d'information géographique dans l'ensemble, quels que soient les logiciels. C'est-à-dire que les SIG ont intégré des modélisations métiers simples en hydrologie, en visibilité, en hydrogéologie, enfin dans différents domaines. Mais si on compare ces modélisations intégrées dans les SIG, souvent dans les logiciels SIG, les professionnels spécialisés les trouvent trop simples et en fait préfèrent sortir les données donc, voilà, pour aller les traiter dans des logiciels spécialisés et puis ramener les résultats. Et donc, il y a une sorte de la frontière entre ce qui est de la modélisation faisable dans le SIG et de la modélisation qui relève d'une modélisation métier très spécialisée. Elle est un peu fluctuante. Et elle va dépendre en effet des corporations et du nombre de personnes et des outils qui circulent, etc. Mais ce n'est pas quelque chose de simple à trancher. À partir de quand on doit faire des choses plus compliquées que des choses simples de base? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui veulent répondre à ma question sur les évolutions technologiques, outils de l'écosystème information géographique? Dans notre métier, Michel Laporte, dans notre métier, il est certain que les informations à caractère géographique prendront de l'ampleur. C'est une évidence.
Si je vous prends par exemple des cas très pratiques, lorsque vous avez les servitudes de l'EDF avec effectivement des graphiques qui sont faits de manière assez rudimentaire, effectivement, ce sont des cas très pratiques où les tracés avec des données orthonormées et coordonnées géographiques seront vitales. Parce qu'effectivement, nous avons des cas de figure où c'est kafkaïen pour comprendre un petit peu par où passent les tracés de ces types de servitudes, de savoir les interpréter. Et quand il y a une vente d'une propriété, ça peut devenir un casse-tête foudroyant. Donc là, effectivement, le système d'information géographique, disons, des outils quelques Global Mapper seront vitaux pour pouvoir comprendre et analyser les situations. Ensuite, il y a un autre phénomène qui sera, je pense, déterminant avec ces outils, c'est la relation notaire-géomètre expert comptable. Parce qu'effectivement, il faut bien comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, cette relation entre notaire et géomètre expert se fait par voie papier essentiellement. Voilà. On reçoit bien un fichier numérique sous format PDF, mais rien n'est géocodé. Donc effectivement, c'est un mouvement qui, je pense, va s'enclencher dans les années futures, où les géomètres experts seront amenés à transférer aux notaires des informations géocodées qu'ils pourront lire dans des logiciels spécialisés. Et là, ce sera un confort inouï pour le notaire, pour effectivement comprendre, disons, l'environnement des propriétés, de leur délimité, le placement des servitudes, et aussi ce qu'on appelle les bornages, parce que là aussi c'est toute une difficulté sur le plan pratique, les fameuses bornes, c'est-à-dire ce qu'on appelle la délimitation des propriétés, où effectivement on a des bornes anciennes qui sont déplacées, on ne sait pas trop où elles sont, et effectivement on a un calage qui est des fois décalé. Donc il est certain que l'outil du géomètre et l'outil du notaire qui pourront dialoguer à travers des informations géocodées sera déterminant pour la sûreté des informations que nous mettrons dans nos actes et la paix entre le vendeur et les acquéreurs. Ça, c'est certain. D'accord. Et je vais mettre une minute ma casquette de responsable de master pour vous demander comment vous envisagez la montée en compétences chez les notaires de ces besoins que va nécessiter ces besoins en traitement d'informations géographiques avec l'intégration de spécialistes de ces données, cette information dans les études ou le développement d'applications dédiées. Comment vous voyez les choses? Au jour d'aujourd'hui, effectivement, il y a plusieurs axes de développement, je pense. Soit effectivement, chez nous, ce seront les chambres de notaires qui pourront avoir des personnes dédiées, qui seront des spécialistes, qui pourront venir en soutien sur certaines opérations extrêmement complexes d'être traitées dans les offices. Ça peut être une possibilité. Ce peut être certains offices qui, effectivement, emploient des personnes qui sont vraiment affectées à des tâches dédiées pour ce type d'opération, où c'est réparti entre plusieurs offices, mais effectivement, le traitement de l'information sous cette forme-là nécessitera une révision du fonctionnement de nos professions. Ça, c'est une certitude. Je vous donne des cas très pratiques aussi. C'est outre cette dimension-là, il y a la dimension 3D. La dimension 3D, effectivement, dès que vous rentrez dans la volumétrie, c'est quelque chose d'épouvantable, disons, côté notaire. Donc, il faut avoir des outils qui nous permettent de comprendre cette dimension 3D et de pouvoir l'intégrer de manière pertinente dans nos documents. Et surtout, ce qui sera intéressant dans l'avenir, je pense, c'est de pouvoir intégrer des informations géocodées que l'on puisse conserver dans nos documents officiels et numériques. Voilà, donc ça, ce sont des développements futurs qui, à coup sûr, interviendront dans le futur. Donc, on n'en est qu'au balbutiement chez nous dans nos professions. C'est une certitude. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres interventions? Du coup, Armel, je vais en profiter oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Michel Laporte. C'est vrai que nous, on fait énormément de modèles 3D. Je pense que c'est vraiment une évolution majeure. Ça, on le voit
constamment auprès de nos clients, c'est quelque chose qui leur parle énormément et qu'on a vraiment du mal à communiquer. C'est vrai que le gros avantage de Global Mapper, pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est cette facilité qu'on peut avoir à modifier le géoréférencement, modifier les exports. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas encore trop sur les modèles 3D où les logiciels de photogrammétrie font des formats spécifiques, entre guillemets, peu compatibles parfois entre eux, à part peut-être le format OBJ qui est à peu près reconnu partout, mais qui a le défaut d'être très lourd et du coup qui peut s'ouvrir difficilement sur n'importe quel ordinateur. Donc, c'est peut-être une évolution sur laquelle il va falloir réfléchir si Global Mapper veut continuer à garder ce côté généraliste. C'est vrai que nous, on le voit vraiment comme un logiciel plutôt général, pas pour les cas d'usage. C'est vrai que pour les cas d'usage, on va se retourner vers des logiciels propres que vont nous demander les clients parce que ils les possèdent. Donc, c'est vrai qu'en carrière, ça va être plutôt AutoCAD ou AQ 3D Viewer pour des modèles 3D. Donc, c'est vraiment cette distinction-là qu'on peut avoir. Et il y a aussi une demande qui vient de plus en plus, c'est que notamment les collectivités, c'est-à-dire que les données sont sur des web SIG qui leur appartiennent et on est imposé ou obligé d'accrémenter finalement leur web SIG. Donc, la donnée, finalement, on n'a pas besoin de faire d'export très particulier ou des cartographies magnifiques sur un logiciel type. C'est-à-dire qu'il va falloir juste amener voilà, des shapes ou un raster sur leur web SIG propre à eux. Donc ça, c'est une évolution que nous, on constate là récemment, notamment vraiment les collectivités ou certains gros groupes, où ils internalisent la solution et ils nous donnent un accès pour y déposer de la donnée, mais plus quelque chose forcément de complet ou de raffiné. Voilà, c'est eux qui font après leur propre analyse ouais, voilà. Bien, merci. Est-ce qu'il y a encore une autre réponse ou on passe, parce qu'on avait dit qu'on laissait la place à des questions de la salle, donc on essaye de prendre une autre question. Peut-être, Sofiane, moi, comme je ne les vois pas. J'ai deux réactions, je pense qu'on peut les dire là sur le vif, puisque ça concerne ce qui vient d'être dit. Deux réactions de deux participants. Je peux vous en faire part maintenant? Oui, bien sûr. Alors, une première réaction de Marc-Alexandre qui dit « Par rapport à l'intervention de Monsieur Joliveau, c'est intéressant de voir que dans certaines missions que l'on peut avoir où le lever de drone sur le terrain n'est pas possible, l'expertise de l'imagerie et de la cartographie permettent de s'affranchir de l'expérience du terrain. » Ça, c'était la première remarque. Je peux vous faire part de la deuxième dans la foulée? Oui. De Marc, je pense que les évolutions logicielles dépendent beaucoup de la nature des relations entre éditeurs et utilisateurs. Les éditeurs doivent se connecter aux utilisateurs pour identifier de nouveaux besoins et des fonctionnalités intéressantes pour tous. Certains éditeurs de logiciels SIG le font plus ou moins bien. Merci. Bah, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est que si les intervenants ont d'autres interventions ou remarques à faire. Oui, moi j'ai une remarque. Et puis, voilà, et puis après, on pourra continuer. On s'approche de l'heure fin, finale. Simplement, j'ai mal lu la première remarque. Alors, je voudrais corriger parce que vraiment, sinon, ça changeait complètement le sens de la phrase. C'était par rapport à l'intervention, donc par rapport à votre intervention, c'est intéressant de voir que dans certaines missions que l'on peut avoir où le lever de doute sur le terrain n'est pas possible, l'expertise de l'imagerie et de la cartographie permettent de s'affranchir de l'expérience de terrain. Voilà, bon, je ferme la parenthèse. Oui, d'accord. En fait, c'est la complémentarité entre les deux expériences. Moi aussi, je peux répondre. Je pense que c'était très intéressant. Enfin, le dialogue qu'on a eu tout à l'heure avec Philippe Berthet-Rambaud et Emmanuel Gros, il y a une expérience qui se perd. Et puis, dans le numérique, il y a des expériences qui se perdent, des expériences qui se gagnent. Donc, il ne faut pas se fixer trop sur ce qu'on perd, parce qu'on perd toujours quelque chose. Mais il ne faut pas non plus surestimer ce qu'on gagne. Et il faut être sûr qu'on ne perd pas des choses importantes en passant d'une pratique non numérique à une pratique numérique. Le risque, c'est qu'on le voit souvent a posteriori. Voilà. Et donc, mais c'est vrai qu'il y a des expertises qui sont complémentaires. Voilà. Le terrain l'est, et pas n'importe quel terrain. Et le terrain se fait certainement différemment. Maintenant qu'on a un œil distancié, comme il était dit tout à l'heure, mais l'œil distancié n'empêche pas d'avoir les pieds sur le terrain. Et puis, moi, je vais m'arrêter sur cette remarque-là, sauf si donc des intervenants ont quelque chose à apporter.
Bon, écoute, Sofiane, je pense que hein, on est dans les temps, c'est ce qui était prévu. On est dans les temps. J'avais prévu une conclusion de 15 minutes, mais je pense que c'est beaucoup. Conclure en 15 minutes, ce sera beaucoup plus court. Si vous vouliez poser votre troisième question, on a encore un petit peu de temps. Moi, je n'ai pas vraiment de troisième question. Hein. La troisième question venait de la salle. J'ai un peu mélangé. Voilà, d'accord. Bon. Eh bien, écoutez, dans ce cas, je ne vois pas d'autres réactions de la salle. Donc si les intervenants n'ont plus de remarques particulières à partager, on va pouvoir conclure. Pas de remarques particulières de la part des intervenants? Non, c'est bon. Entendu. Bon, Thierry, merci beaucoup pour l'animation de cette table ronde. Un grand merci à nos intervenants d'y avoir pris part. Il est désormais grand temps de mettre fin à cette journée de conférence. Mais avant de nous dire au revoir, je voudrais remercier à nouveau très chaleureusement nos 5 intervenants de la journée qui ont accepté sans grande hésitation, lorsque nous les avons sollicités, de prendre part à cette aventure. Merci de leur confiance et merci pour les 4 vraiment très belles et enrichissantes présentations qu'ils nous ont proposées aujourd'hui. Un grand merci également à nouveau à Thierry pour sa présence et d'avoir accepté l'animation de cette table ronde. Vous étiez, je pense, la personne qu'il fallait pour ça. La journée était enregistrée, je l'ai dit ce matin. Il n'est pas impossible que nous mettions en ligne l'enregistrement. On vous informera le cas échéant. Nous ne manquerons pas de vous informer. En outre, vous recevrez prochainement, probablement demain, un mail de confirmation de participation. Je le précise parce que c'était une question qui est revenue de manière assez récurrente. Voilà, un grand merci à tous les participants de leur présence. J'espère que la journée a répondu à leurs attentes. Et je vous dis également que si vous avez quelques questions ou commentaires à nous faire sur la journée, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante, conférence@globalmapper.fr. Voilà, et puis un projet de webinaire pour bientôt, évidemment, où on espère vous retrouver aussi nombreux. Encore un grand merci et très bonne fin de journée à vous tous. Au revoir.